Mondialisation acte 2. 1990 s'ouvrait sur une nouvelle étape de l'histoire du monde, que l'on a appelée mondialisation. Une génération plus tard, où en sommes-nous? Quand on examine l'état de la planète, un constat s'impose. La mondialisation ne fait pas marche arrière, mais entre dans une nouvelle phase. La mondialisation. Le mot est apparu en 1990 quand on a pris conscience que l'histoire entrait dans une nouvelle phase, celle de l'unification de la planète. La chute du mur de Berlin, 1989, avait précipité l'effondrement de l'Union soviétique. C'en était fini des deux blocs qui s'affrontaient depuis un demi-siècle sur la scène mondiale. Un nouvel ordre international allait se mettre en place, a priori sous la houlette des États-Unis qui apparaissaient alors comme la superpuissance mondiale. La fin de l'URSS marquait aussi le passage d'un continent à l'économie de marché. Au même moment, la Chine s'engageait aussi dans une curieuse mue, le passage du communisme au capitalisme. Accompagnant un processus d'unification économique et politique, une autre révolution était en cours, celle de l'information. 1990 est l'année de création du web. L'Internet, qui n'était jusque-là qu'un système de messagerie, allait connaître en quelques années un fulgurant essor. Les ordinateurs connectés formaient un nouveau continent, numérique et virtuel, le cyberespace. Économique, géopolitique, culturelle, l'unification de la planète était en marche. Une marche qui semblait irréversible pour le pire ou le meilleur. 20 ans plus tard, la mondialisation ne fait pas marche arrière, mais entre dans une nouvelle phase. Un retour des frontières. Des États-Unis de Donald Trump à la Chine de Xi Jinping, de nombreux États sont aujourd'hui tentés par la construction de nouveaux murs. Pourquoi? Avec quels résultats? La formidable poussée de mondialisation des dernières décennies du XXe siècle semble effacer les barrières entre États. Tout est fait pour faciliter les circulations de marchandises, de capitaux, d'idées, d'individus. Les accords de Schengen ne sont qu'une illustration parmi beaucoup d'autres de cette disparition apparente des frontières. En fait, les contrôles à des points établis officiels de passage laissent la place à des contrôles en continu. Les surveillances se font furtives, tant pour freiner le moins possible l'augmentation spectaculaire des déplacements, notamment de personnes dans les gares et les aéroports, qu'en raison du développement d'outils plus discrets et plus efficaces de surveillance, caméras, échange d'informations. Les frontières sont toujours là, prêtes à redevenir visibles, tangibles, si les circonstances l'exigent. Les frontières se multiplient même du fait de l'éclatement. L'Union soviétique, Yougoslavie, Tchécoslovaquie. La chute du mur de Berlin, donc 1989, on l'a dit, avait précipité l'effondrement de l'Union soviétique et provoqué ainsi l'indépendance des 15 républiques socialistes soviétiques, transformées en pays, pour devenir entre autres la Lituanie, l'Estonie, la Lettonie, l'Arménie, la Géorgie, l'Ukraine, la Biélorussie, la Moldavie, la Russie, le Kazakhstan, etc. Un nouvel ordre international allait donc se mettre en place sous la houlette des États-Unis qui apparaissaient alors comme la superpuissance mondiale. Au même moment, la Chine amorçait son passage du communisme au capitalisme. Vers la construction de nouveaux murs. On l'a dit, aujourd'hui tout est fait pour faciliter les circulations, des marchandises, des capitaux, des idées, des individus. Mais les frontières sont toujours là, prêtes à redevenir visibles. Elles se multiplient, on l'a vu, même du fait de l'éclatement de l'Union soviétique. Les murs sont là, omniprésents, et voués à être contournés. Les murs ne sont jamais une solution en soi. L'autarcie ne peut être que rhétorique. Cuba, en fait soutenu par l'Union soviétique. La Corée du Nord, bénéficiant de la bienveillance de son voisin, l'énorme Chine. Les enfermements, les zones se voulant autosuffisantes, obéissent souvent à une logique de guerre, tenue par une puissance hégémonique lancée dans des conquêtes sans fin jusqu'à l'effondrement.
Nous avons l'exemple de la muraille de Chine, qui était censée au départ stopper les barbares. La muraille n'a empêché en rien la Chine d'être submergée par les Mongols, les Mandchous, et enfin par la modernité européenne. Les frontières s'ouvrent si la croissance encourage le développement des échanges. Les frontières se ferment si les difficultés économiques font craindre la fuite des richesses. Les États doivent chercher un juste équilibre entre l'impératif de sécurité et l'exigence de circulation. Retour des murs. Quelle efficacité! Certains États sont tentés par des mesures de fermement ou d'isolement. Les États comme celui de Donald Trump ou la Chine. Le prix est lourd. Contraction des échanges. Appauvrissement. Fuite des cerveaux des plus doués. Méfiance des partenaires. Aujourd'hui, aucune région du monde ne peut prétendre à l'autosuffisance. Toute économie, plus elle est vaste et diversifiée, doit se nourrir en permanence d'apports extérieurs. Produits rares, techniques les plus récentes, et trouver ses niches dans cette terre mondialisée. Notre planète est un espace soumis à des défis globaux incontournables, écologiques mais aussi économiques, militaires, culturels, politiques. Là où les gouvernances en chantier bricolent des dispositifs voués à demeurer longtemps expérimentaux, de la lutte contre les pandémies à la normalisation des paradis fiscaux, du G20 aux accords sur le changement climatique. Les chantiers sont considérables, devant tenter de concilier d'innombrables intérêts en conflit. Les agences internationales ne peuvent rien imposer à des États prompts à mettre en avant leur souveraineté. Tout doit être négocié, personne ne pouvant prétendre détenir la solution.